Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à tous à l'événement très spécial de la Journée mondiale de la polio organisée par l'UNICEF pour célébrer et honorer les femmes du monde entier qui ont participé à l'effort historique d'éradication de la polio. Je m'appelle Geeta Rao Gupta et je suis actuellement chercheuse principale de la Fondation des Nations Unies et conseillère principale du programme 3D pour les filles et les femmes. Je suis également championne de l'égalité des sexes dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, connue sous le nom de IMEP, ce qui signifie que je me suis engagée à faire ma part pour faire progresser l'égalité des sexes dans l'éradication de la poliomyélite. C'est un événement très spécial pour moi, car il me ramène à un endroit et à une époque où l'éradication de la polio était à un tournant important. En 2011, lorsque j'ai commencé à occuper le poste de directrice générale adjointe de l'UNICEF, il y avait 660 cas de polio dans le monde. Aujourd'hui, à ce moment de l'histoire, il n'y a que 2 cas de poliovirus sauvage qui circulent dans seulement 2 pays. C'est une réussite extraordinaire et je suis très fière et honorée d'avoir participé à cet effort mondial. De nombreuses personnes ont participé à cet effort historique, mais à chaque phase et chaque année, les femmes ont toujours été le fil conducteur de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer ces femmes et mobiliser le soutien pour l'amplification de l'égalité des sexes, qui sera l'un des facteurs clés permettant de mettre fin à la polio pour de bon. Ces femmes n'ont pas seulement participé aux efforts d'éradication de la polio, elles sont également intervenues lors de la crise de la COVID-19 et ont utilisé leurs compétences et leurs connaissances pour apprendre aux communautés comment se protéger du virus mortel. Elles ont risqué leur propre sécurité et consacré leur temps afin de faire en sorte que les enfants de leur communauté soient en sécurité et que les familles disposent des informations pour être protégées. Avant de présenter notre prochaine intervenante, j'aimerais vous informer qu'il y a une boîte de questions-réponses que vous verrez sur votre écran. N'hésitez pas à y inscrire vos questions, commentaires et réactions. Cette boîte ne sera pas visible pour les participants maintenant, mais elle nous donnera l'occasion de vous faire part de vos réflexions sur les sujets que nous abordons et sur l'événement dans son ensemble. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction Q&A. Maintenant, sans plus attendre, je voudrais passer la parole à une autre championne de la lutte contre la polio et la dirigeante intrépide de l'UNICEF, la directrice générale Henrietta Fore. Merci beaucoup, Geeta, et merci pour tout ce travail que vous avez fait au fil des années. C'est un moment très intéressant pour la lutte contre la polio. Bonjour à tous au nom de l'UNICEF. Bienvenue à cet événement très spécial de la Journée mondiale de la polio sur le rôle des femmes dans l'éradication de la polio. Nous sommes tous des champions de l'égalité des sexes, donc merci à Geeta d'animer cette discussion. Le monde continue de voir de grands progrès dans la lutte contre la polio. Le nombre d'enfants touchés par le poliovirus a diminué de 99% au cours des 3 dernières décennies. L'année dernière, la région de l'Afrique a été certifiée sans poliovirus sauvage. Et cette année, comme Geeta l'a dit, dans les 2 derniers pays où la polio est encore endémique, l'Afghanistan et le Pakistan, seulement 2 cas de poliovirus sauvage ont été signalés jusqu'à présent. Derrière ces progrès remarquables se cachent les contributions extraordinaires de travailleurs et travailleuses héroïques de la polio, dont la majorité sont des femmes. Il s'agisse de dirigeantes et de défenseuses au niveau mondial et national, collectrices de fonds, responsables de campagnes de vaccination ou de scientifiques, ou encore de responsables de la surveillance des maladies et d'agents communautaires locaux qui instaurent la confiance dans les vaccins au niveau local. L'engagement et la diligence de ces femmes nous permettent de vacciner plus de 400 millions d'enfants chaque année. Par exemple, les 20 000 agents communautaires chargés de la lutte contre la polio au Nigeria
dont plus de 90% sont des femmes, ont joué un rôle essentiel dans la certification du pays comme étant sans poliovirus sauvage l'année dernière. Ces femmes ont travaillé sans relâche pour atteindre les mères et les soignants dans les zones où les normes sociales empêchaient les interactions entre les membres masculins de l'équipe polio et les femmes de la communauté. Il existe d'autres exemples similaires au Pakistan et en Afghanistan, où un nombre croissant de femmes dans les équipes de polio a contribué à l'acceptation croissante du vaccin dans les communautés. Mais notre travail pour protéger les enfants de la polio n'est pas terminé. Même un enfant atteint de la polio est un enfant de trop. Nous ne pouvons pas donc nous arrêter d'avoir mis fin à cette maladie avant d'avoir mis fin à cette maladie pour de bon. Des millions d'enfants n'ont pas été vaccinés contre la polio en 2020. Et la pandémie de COVID-19 a exacerbé les nombreux défis. C'est pourquoi, au début de cette année, l'UNICEF et ses partenaires de l'IMEP ont lancé une nouvelle stratégie pour surmonter en toute urgence les derniers obstacles à l'éradication de la polio. Et alors que nous mettons en œuvre cette stratégie, nous devons rester déterminés à faire progresser l'égalité des sexes. Notre travail doit responsabiliser les femmes à tous les niveaux, des décideurs aux travailleurs de première ligne. L'UNICEF est reconnaissant au gouvernement et aux donateurs et partenaires mondiaux pour leur engagement en faveur de l'égalité des sexes et des efforts mondiaux d'éradication de la polio. Nous comptons également sur votre leadership et votre soutien continu pour surmonter les obstacles qui subsistent sur la voie d'un monde sans polio pour chaque fille et chaque garçon. Je me réjouis de notre discussion aujourd'hui avec nos collègues, partenaires et experts du monde entier. Il s'agit d'une occasion importante de discuter de la meilleure façon d'aborder la sécurité et les autres défis auxquels sont confrontées les travailleuses de la polio dans les dernières frontières des efforts d'éradication de la polio. Donc, merci et à vous, Gita. Merci pour ces propos, Henrietta. Nous allons maintenant entendre Julie Hackett, spécialiste des programmes, et Jennifer Gatto, chargée de programmes. Jen et Julie servent toutes deux de points focaux pour l'égalité des sexes de l'UNICEF pour l'équipe de polio depuis 2019 et poursuivent leur travail pour faire progresser l'égalité des sexes dans le cadre de l'IMEP. Désolée, j'étais en sourdine. Bonjour à tous, je suis Julie Hackett. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons réuni un groupe de défenseurs et défenseuses, d'experts et d'activistes passionnés et dévoués à la promotion de l'égalité des sexes dans le domaine de la santé publique, en particulier dans l'éradication de la polio. Nous sommes ici pour reconnaître les efforts héroïques des milliers de femmes à travers le monde dans la lutte contre la polio. Partout, les femmes ont frappé à des portes, livré des vaccins, élaboré des politiques de santé publique, géré des budgets, levé des fonds, mené des activités de surveillance et, surtout, visité de nombreux foyers et espaces pour vacciner plus de 400 millions d'enfants chaque année. Elles continuent d'établir la confiance et les relations dans les communautés et d'appuyer sur tous les boutons nécessaires pour que ce programme continue à fonctionner à un rythme aussi intense. Ces femmes sont intrépides. Elles sont et sans elles, les progrès remarquables réalisés au fil des années pour éradiquer la polio ne seraient pas possibles. Bonjour à tous, je suis Jennifer Gatto. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la vie des femmes peut être extrêmement difficile car des normes sociales strictes et d'autres obstacles les empêchent de se déplacer librement en toute sécurité, même dans leur propre communauté. Et malgré les preuves que nous avons du rôle central des agents de santé féminins dans la vaccination des enfants, elles ne sont toujours pas intégrées de manière égale dans les systèmes de santé et les communautés. Donc, aujourd'hui, nous aurons un dialogue et nous allons poser des questions difficiles de ce qu'il faut faire pour faire progresser l'égalité des sexes, de ce qu'il faut faire pour que ces femmes qui travaillent depuis si longtemps à l'éradication de la polio soient reconnues par leur propre système de santé et comment les protéger et créer un avenir sain et productif pour les femmes et les filles qui sont nées dans de tels défis. Aux donateurs fidèles de l'IMEP, ces progrès n'auraient pas été possibles sans vous. Merci.
Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et de votre dévouement à la promotion de l'égalité des sexes comme élément central de votre travail dans le monde. L'UNICEF et ses partenaires sont très convaincus que pour parvenir à une véritable égalité des sexes, les femmes doivent être habilitées et représentées à tous les niveaux du programme et qu'il s'agit là d'un élément essentiel de l'éradication définitive de la polio. Choisissez n'importe quel jour de la semaine et vous pouvez trouver une femme quelque part dans le monde qui travaille à l'éradication de la polio. Où qu'elle soit dans le monde, elle fait partie d'un projet historique qui sauve des vies. Nous avons maintenant le plaisir de vous faire amener dans un voyage virtuel autour du monde pour rencontrer certaines de ces femmes merveilleuses. Premièrement, à Genève, pour rencontrer Heather Monet, qui s'efforce de mobiliser les ressources nécessaires à l'éradication de la polio. Puis à Copenhague, pour entendre Anne Ottensen, qui veille à ce que les vaccins contre la polio arrivent en temps voulu et en toute sécurité dans plus de 100 pays chaque année. Ensuite, nous nous rendrons au Pakistan pour rencontrer des étudiants artistes à l'université du Balochistan. Enfin, nous allons rencontrer Mariam Diallo, une mobilisatrice communautaire bénévole du Nigeria qui a joué un rôle majeur dans l'éradication du virus sauvage de la polio dans ce pays en 2020. À vous, Heather. Merci d'être ici encore une fois et nous espérons que vous allez profiter de ce voyage. À vous, Heather. Merci, Julie. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous rejoindre de Genève en Suisse. Je suis responsable des relations externes à l'OMS. Je travaille sur la polio depuis plus de 15 ans. Je suis vraiment, atteindre l'éradication est ma passion. Mais ma passion encore plus grande est le genre et le rôle critique que les femmes ont joué et jouent pour éradier la polio. Et je suis passionnée pour le genre, mais je ne suis pas experte du genre. C'est les hommes et les femmes qui travaillent dans les communautés, qui se penchent sur les défis de base par le biais de lentilles de genre, qui sont vraiment les experts. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas certains garçons dans certaines communautés par les équipes de vaccination? Et est-ce que moins de filles sont signalées comme ayant le polio? Si on changeait les horaires des femmes qui travaillent dans les quartiers, est-ce que cela ferait une différence quant aux résultats de vaccination? Voici les questions cruciales qu'il faut continuer à poser. Il y a quelques années, le GPI avait, ou l'IMEP avait atteint donc un niveau où nous pensions avoir tout fait pour éradier cette maladie, mais ce n'est pas que nous l'avions fait. Voici pourquoi nous avons pris cette approche du genre et que l'IMEP a pris cette approche genre en 2019. C'était une façon significative de nous pencher sur le rôle des femmes dans notre programme. C'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. La majorité des soins de santé sont livrés par les femmes, mais les systèmes pour cette livraison sont conçus pour les hommes. Quand nous apportons les vaccins de maison en maison, est-ce que nous ne devrions pas penser à la préférence des femmes pour des lieux qui leur donneraient plus de sécurité? Est-ce qu'il y a suffisamment de toilettes sûres ou suffisamment de superviseurs pour les femmes, qui soient femmes elles-mêmes, pour mettre les femmes plus à l'aise? Ce sont les questions qu'il faut poser pour être en sorte que les agents de santé femmes soient donc en sécurité. Quand on regarde ces programmes avec ces lentilles de genre, souvent on a de grandes réalisations. Maintenant, il faut investir l'effort pour être sûr que tout le monde puisse mettre ses lunettes du genre et les utiliser. Je suis ravie de faire partie de cet événement. Je suis si reconnaissante à toutes les femmes du monde qui travaillent d'arrache-pied pour éradier le polio. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Anne Otteson. Je suis très heureuse de me joindre à vous pour cet événement très spécial sur le rôle du genre dans l'éradication de la polio. Je vous rejoins depuis la division des approvisionnements de l'UNICEF à Copenhague, depuis le plus grand entrepôt humanitaire du monde. Nous n'y stockons pas de vaccins, mais d'autres produits qui peuvent être livrés au pays dans les 48 heures. Je suis cadre supérieur au centre des vaccins de la division des approvisionnements de l'UNICEF et je dirige une équipe
qui fournit les bons vaccins au bon moment, au bon pays, pour soutenir les activités de vaccination et atteindre les objectifs mondiaux. Pour le programme de la polio, nous avons un objectif unique. Nous voulons éradiquer la polio au cours des prochaines années, la deuxième maladie mondiale après la variole, ce qui pose évidemment de nombreux défis, notamment du point de vue de la gestion globale de l'approvisionnement. Chaque année, l'UNICEF livre plus de 2 milliards de doses de vaccins dans 100 pays, protégeant ainsi les enfants contre des maladies mortelles. Nous touchons environ 45% des enfants de moins de 5 ans dans le monde. Les vaccins contre la polio représentent les plus grandes quantités. Au cours des 5 dernières années, nous avons acheté plus de 6 milliards de doses de vaccins contre la polio pour les campagnes de routine et de prévention, ainsi que pour la réponse aux épidémies. En tant que professionnel de l'humanitaire ayant consacré ma carrière à l'obtention de vaccins pour les enfants du monde entier, je suis convaincue que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à tous les niveaux du programme de vaccination ne sont pas encore pleinement exploitées pour que chaque enfant reçoive les vaccins qui lui sauveront la vie. Il nous manque encore des enfants. Les femmes contribuent déjà à faire progresser de nombreux aspects du programme de lutte contre la polio, du plaidoyer politique à l'engagement communautaire, en passant par la planification et la mise en œuvre des campagnes, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement des pays et par leur rôle au sein des gouvernements et auprès des fabricants de vaccins. Sur le terrain, pour le dernier kilomètre, les femmes jouent un rôle clé en instaurant la confiance dans les communautés, en accédant aux enfants et en les vaccinant dans les établissements de santé et dans les familles, non seulement pour la polio, mais aussi pour tous les autres vaccins du programme élargi de la vaccination. Leur rôle peut être renforcé dans la surveillance des maladies et les femmes peuvent jouer un rôle plus important dans la réponse aux épidémies en matière de supervision, de gestion, de contrôle et de livraison des vaccins. Si nous parvenons à atteindre l'objectif d'éradication de la polio, la dynamique doit se poursuivre et s'amplifier. Les femmes peuvent contribuer davantage si on leur permet de le faire. Nous devons renforcer l'autonomisation et la participation des femmes à tous les niveaux, dans chaque institution, communauté et ménage. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je suis Cher Ali du département des Beaux-Arts, 8e semestre. Je suis Candice Zafar au département des Beaux-Arts, 2e semestre. Je suis Nour Fatima des Beaux-Arts, également du 2e semestre. Nous sommes tous de l'université Buitems et nous représentons la journée mondiale de la polio. Nous parlons de l'importance de la polio dans nos vies, mais les gens de ce pays ne la voient pas. La polio est une maladie qui cause des dommages irréversibles dans la vie d'un enfant. Pour l'éradiquer, il existe un vaccin qui est fourni par les travailleurs de la polio. La peinture derrière moi a été réalisée par l'un de mes collègues artistes de l'université de Balochistan qui a remporté le premier prix d'un concours organisé entre les universités de Balochistan. Et ce collègue tente de montrer comment les personnes qui exercent cette profession sont assassinées et ne sont pas prises au sérieux dans leur travail et dans ce qu'elles font de noble. Le fait est que ce vaccin est entouré d'un mythe selon lequel il contiendrait une sorte de médicament qui n'est pas bon pour nos enfants, pas bon pour la prochaine génération, d'où l'idée fausse que nous ne voulons pas que ce vaccin soit dans le corps de notre enfant ou de nos enfants. C'est pourquoi ils déversent leur colère sur les nobles et pauvres travailleurs de la polio, comme le mythe s'est développé autour du fait que le vaccin contient une sorte de chose dangereuse. C'est pourquoi les travailleurs de la polio sont même repoussés aux portes. L'un des travailleurs de la polio que j'ai vu à la télévision, qui a été martyrisé, Bibi Sakina avec sa fille, était en service, elle travaillait dans cette zone éloignée. Elle faisait de son mieux pour que l'avenir de nos enfants soit brillant et heureux, sans les dommages invalidants qui peuvent être causés par la polio. Mais elle a été martyrisée, elle a été tuée. Cette profession est une chose tellement noble. Nous ne leur accordons pas beaucoup de valeur ou d'honneur. Nous devrions leur fournir une sécurité sociale, leur donner de l'allégeance, augmenter leur salaire, afin qu'ils puissent travailler avec plus de dévouement dans cette profession. Les gens risquent leur vie, font des dons et travaillent sans relâche pour éradiquer ce virus, afin que le Pakistan puisse avoir un avenir meilleur et que la génération future puisse vivre sa vie avec succès et en paix. Nos enfants devraient jouer et non s'asseoir sur des chaises roulantes et regarder le monde sans espoir.
Il devrait courir, vivre et rire comme un enfant normal et avoir toutes les opportunités qu'un enfant normal aurait. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de nous exprimer en ce jour important pour une profession si noble. Et nous vous en sommes très, très reconnaissants. Allah Hafiz. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mariam. Je vous parle du Nigeria. Ici, nous sommes au sein d'une séance de sensibilisation de santé avec des maires et des VCM. Bonjour VCM, les VCM. Vous avez quelque chose à dire? Elles sont heureuses de faire partie de cet événement. L'année passée, le Nigeria a rejoint la région de l'Afrique pour être libre du polio sauvage. Nous avons une communauté de 20 000 bénévoles qui en sont en grande partie responsables. 90% sont des femmes. Il faut être fort et courageux pour aller de porte en porte presque tous les jours, quelquefois dans une zone insécure, quelquefois dans des zones qui sont dangereuses. Il faut être patient parce que nous sommes patientes, mais il faut qu'on soit plus patient pour écouter toutes les préoccupations des parents. Il faut qu'on soit crédible pour que les parents aient confiance en nous quand on leur donne des informations qui peuvent leur sauver la vie. Il faut qu'on soit persistant et engagé pour continuer à engager la communauté pour répondre à des rumeurs associées à la polio et au vaccin. Je me rappelle le manque de confiance que les VCM ont eu des mères de la communauté quand les femmes donnent naissance à un enfant. Elles ne pourraient pas quelquefois sortir jusqu'à 7 jours après et quelquefois 14 jours. Alors le VCM peut prendre le bébé à l'installation de santé pour le vaccin de la polio et d'autres vaccins. Alors c'est vraiment énorme. C'est vraiment félicitations au VCM parce que c'est le succès qu'elles réalisent. Elles amènent un nouveau-né pour être vacciné. Le rôle des femmes dans les communautés au Nigeria est critique. Les normes sociales ne permettent qu'aux agents de santé donc de ne pas entrer dans la maison. Nous avons des défis énormes. Vous allez dans une maison pendant une campagne de polio, on dit on ne vous parle pas, vous êtes une femme. Et la femme, elle est prête, ou la mère, elle est prête pour le vaccin de la polio, mais elle dit je ne peux rien dire, je n'ai pas voix au chapitre. Ce n'est que le père qui décide, quelquefois l'oncle, même la belle-mère a la décision à prendre. Nous sommes face à tous ces défis, mais nous continuons à travailler. Nous nous assurons que tous les enfants reçoivent ces vaccins de la polio et d'autres vaccins pour les garder forts. Au nom des VCM, au nom des agents de santé au Nigeria, des femmes au Nigeria, je veux conclure en vous disant que nous sommes déterminés à continuer à lutter pour vaincre toutes ces maladies, la polio, au Nigeria, mais nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de soutien pour des mesures de sécurité adéquates qui permettent aux femmes de travailler sans crainte. Il nous faut un accès aux emplois et aux opportunités de formation et aux politiques et aux textes qui autonomisent les femmes et leur permettent de réaliser leur potentiel. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. C'était une inspiration d'entendre cette histoire. Vous avez vraiment rencontré certains des vrais héros. Ce sont les héros derrière cet effort qui méritent nos applaudissements. Vous voyez la diversité des femmes qui sont impliquées, les façons novatrices que les personnes s'engagent dans cet effort énorme. Merci à vous tous pour votre courage, pour votre dévouement, même si vous vous assurez simplement que les fournitures arrivent à temps ou si vous faites avancer la compréhension du concept de l'importance de l'égalité du genre dans l'éradication de la polio. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre panel. J'aimerais vous présenter nos panélistes.
Et j'aimerais commencer avec Dr. Rahila Bouher-Soumalani. Vous avez vu un peu une partie de son travail sur l'écran où elle rassemble les étudiants par le biais de l'art. Dr. Omer est doyenne de la faculté des sciences sociales dans l'université à Quetta, Pakistan. Elle a été avec l'université depuis 2004 dans différentes capacités. Elle a été chercheure, elle a été chef du département de l'informatique et elle est doyenne de la faculté des sciences sociales. Dr. Omer a contribué à plusieurs journaux et publications sur les médias sociaux, la gouvernance électronique, l'informatique, l'éducation en ligne. Tout cela est vraiment très pertinent. Au fil des années, elle a travaillé étroitement avec le Centre d'opération d'urgence pour la polio pour organiser des plateformes et des événements pour engager les étudiants à l'université dans le plaidoyer et la restauration de la confiance dans l'éradication de la polio. Ensuite, Dr. Tunji Funsho, qui est président de la Commission nationale Polio Plus du Rotary au Nigeria. Il dirige l'initiative d'éradication de la polio au Nigeria. En 2020, Dr. Funsho a été désigné par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde pour sa contribution à l'éradication de la polio sauvage en Afrique. Félicitations, Dr. Funsho. Il est cardiologue basé au Nigeria et il est aussi membre du Rotary depuis le 95. Depuis 2013, il a travaillé dans l'initiative d'éradication polio plus. Il a travaillé aussi de près avec l'IMEP et des organisations partenaires, y compris l'UNICEF, le Centre CDC, la Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi, l'Alliance des vaccins. En tant que président du groupe de travail, il travaille aussi avec le ministère de la Santé au Nigeria pour coordonner les programmes d'éradication de la polio. Merci, Dr. Funsho, de vos efforts. Ensuite, on a Tahar Hegazi, spécialiste senior de la communication pour le développement, bureau régional de l'UNICEF pour l'Asie du Sud, mais elle est en poste actuellement à Amman. Elle dirige le travail sur le changement social et comportemental pour l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, au soutien au Pakistan et à l'Afghanistan. Son expérience s'étend sur plus de 20 ans dans le domaine du genre, du plaidoyer politique et de la coordination de programmes et du partenariat public. Avant de travailler dans son poste actuel, elle a dirigé les efforts de l'UNICEF pour faire adopter une déclaration publique en Égypte pour le grand imam et elle a travaillé aussi dans d'autres pays. Merci, Dr. Sahar. Et finalement, nous avons Dr. Anita Zaidi, présidente de la division de l'égalité des sexes, directrice du développement et de la surveillance des vaccins à la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle porte plusieurs chapeaux et nous sommes heureuses de l'avoir ici dans sa capacité de directrice de la surveillance des vaccins. Elle dirige les efforts visant à atteindre l'égalité des sexes en intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des activités de la Fondation et en éliminant les barrières et les obstacles à l'épanouissement des femmes et des filles. Elle dirige également une équipe qui se concentre sur le développement de vaccins pour les personnes vivant dans les régions les plus pauvres du monde. En 2014, avant d'occuper ce poste en 2014, elle a travaillé aussi pour aborder les causes de décès des enfants dans les régions les plus pauvres du monde. Donc, on a un véritable panel d'experts ici, d'activistes, d'experts, d'universitaires. Merci et bonjour, bienvenue à vous tous. Merci d'être ici pour partager votre expertise, vos expériences personnelles et de nous aider à faire des recommandations sur comment l'IMEP et la communauté de la santé publique et les bailleurs de fonds qui appuient ces efforts pourraient habiliter davantage les femmes, amplifier le rôle des femmes. Donc, l'une des ressources les plus importantes et vitales, à savoir les travailleuses de santé en première ligne. Je vais donc vous poser plusieurs questions. La première question, c'est pour Sahar. Sahar, quelle valeur la prise en compte des différentes
des différences et des inégalités entre les sexes pourrait-elle apporter à la qualité de la vaccination contre la polio? Merci, Gita. J'aimerais m'appuyer sur le point excellent évoqué par Heather, parlant du fait que le genre est vraiment l'un des aspects essentiels dans cet effort. Et si nous examinons comment les femmes pourraient nous aider à combler les ponts, et si on pourrait appliquer cette perspective du genre sur tous nos efforts d'éradication à la polio, ceci pourrait nous certainement faire avancer. Avant chaque campagne, nous examinons toujours les données. Et si on pourrait aussi faire un effort de plus et désagréger les données en fonction du sexe pour savoir si on rate plus de garçons ou plus de filles. Et si oui, quelle est la raison? Est-ce que c'est une question de préférence? Est-ce que c'est une question d'inégalité d'accès pour les filles? Ceci pourrait nous aider non seulement pour revoir les données, mais aussi pour mieux concevoir les programmes de vaccination. Marianne nous a dit aussi que les mères ne sont pas toujours ceux qui ont le pouvoir de décision. Et ça peut être aussi quelqu'un dans la communauté qui est vraiment le décideur, un chef traditionnel ou spirituel. Donc, en adoptant cette approche sexo-spécifique, beaucoup des détails pourraient être améliorés dans ces campagnes de vaccination qui nous donnera plus d'occasions de pouvoir atteindre les filles et les garçons aussi. Donc, en résumé, je pense que si nous appliquons vraiment cette perspective, cette lentille du genre à travers nos campagnes, la conception, la mise en œuvre, la planification et le suivi après, nous aurons plus de chances d'atteindre plus d'enfants. Oui, merci, c'est bien expliqué, Sarah. Il y a des normes existantes dans chaque société, comment ceci pourrait avoir un impact sur l'acceptation même du vaccin de la polio. Est-ce que pour Tunji, pouvez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont les obstacles liés au genre ont été surmontés, en particulier en ce qui concerne l'amplification de la voix des femmes et des filles et les activités de conduite au changement au Nigeria? Merci à l'UNICEF de nous donner cette occasion de participer dans ce débat d'experts. C'est un moyen important de briser ces barrières dont on parle. Je crois qu'il y a 3 éléments pour surmonter ces obstacles liés au genre. Premièrement, il faut s'assurer est-ce que les filles ont des modèles. Quelqu'un qui aura déjà brisé ces barrières et qui pourrait être un modèle pour qu'elles puissent savoir, oui, moi, je peux le faire aussi. Et nous avons certains modèles au Nigeria. On a Myriam, le secrétaire général des Nations, et on a différents champions, des champions au niveau national et au niveau local dans notre pays, aussi les dirigeants politiques. Donc, les modèles jouent un rôle important pour aborder ces obstacles. Deuxièmement, il y a aussi l'éducation. On a besoin de s'assurer est-ce qu'il y a des politiques et des bonnes ressources pour appuyer ces politiques afin de s'assurer que chaque fille ait l'occasion d'être éduquée. Et s'il y a des barrières culturelles, il faut avoir recours aussi aux leaders traditionnels et locaux pour les sensibiliser et faire en sorte que les filles puissent avoir aussi accès à l'éducation. Au Nigeria, nous devons continuer à encourager l'éducation des filles. Évidemment, l'autre grand obstacle, c'est la politique. Il faut qu'il y ait de la volonté politique de la part des gouvernements pour avoir plus d'inclusion des femmes dans les processus politiques. Je sais que certains partis ont, par exemple, 35% de femmes ou des quotas inscrits dans la Constitution, mais afin de traduire cela en action, c'est là où les efforts ont toujours été problématiques. Donc, nous avons des modèles pour les filles, mais l'éducation, l'accès à l'éducation n'est pas aussi
disponible et c'est aussi important d'avoir l'approbation de la part des leaders politiques et des chefs traditionnels et pour permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès au pouvoir et aux décisions. Et on ne parle pas uniquement de la polio, mais on parle de tout aspect de l'épanouissement des femmes. Si nous voulons utiliser 52% des ressources du monde pour nous aider à résoudre le problème, si on ne peut pas avoir recours à toutes ces ressources féminines, combien on rate l'occasion de vraiment aborder ces problèmes. Merci, vous avez tout à fait raison. Il faut faire des investissements pour combler les fossés et pour promouvoir l'égalité des sexes qui pourrait aider aussi à promouvoir les efforts d'éradication de la polio. Tournons maintenant au Pakistan et Raila. Nos données montrent que dans l'ensemble, nous faisons des progrès pour atteindre les enfants ratés et réduire le refus de soins au Pakistan. Et dans certains endroits à haut risque, nous manquons encore beaucoup d'enfants. Donc, y a-t-il une innovation quelconque qui viennent à votre esprit, qu'on n'a pas encore essayé, ou une innovation dans laquelle les femmes pourraient jouer un rôle clé en se rendant dans ces endroits où le virus persiste et où en atteignant les familles à dose zéro. Merci et merci à l'UNICEF de m'avoir invité à participer dans ce débat. Avant de répondre à la question, j'aimerais parler un peu des causes et les raisons principales pour lesquelles on a du mal à éradiquer la polio pour de bon. Il y a deux raisons principales. Premièrement, une mauvaise conception, une mauvaise compréhension de la polio et aussi d'autres facteurs importants. Là où l'UNICEF pourrait nous aider, c'est avec la mauvaise compréhension vis-à-vis du vaccin. La deuxième raison, c'est l'insécurité dans le pays et aussi manque de ressources et de financement, donc des finances insuffisantes pour financer les campagnes de vaccination. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aider les populations à pouvoir aborder ces préoccupations? Je pense premièrement qu'il faut écouter davantage les familles, les communautés qui refusent de participer aux campagnes de vaccination. Et ensuite, il faut aborder ces préoccupations. Les soignants doivent être sensibilisés, informés à toute étape de la décision. Comme nous savons tous, les femmes jouent un rôle majeur dans ce programme. Même chose au Pakistan, la vaccination de la polio est très influencée par la dynamique du genre. Donc, intégrant plus de femmes au niveau local et au niveau de la prise de décision pour nous aider à faire avancer ces efforts d'éradication. Aussi, le recours aux médias sociaux. Comme nous savons, les médias sociaux sont responsables des messages que nous pouvons transmettre sur la santé publique et communautaire. Donc, on doit mener des campagnes sur les médias sociaux pour faire plus la publicité de ce programme. Aussi, il faut utiliser, et je viens d'un contexte où il faut intégrer davantage la technologie informatique et de la communication dans les systèmes de livraison des produits et des vaccins. Il y a un problème majeur en ce qui concerne les enfants ratés et le refus de soins. Donc, il faut avoir une solution intelligente pour mieux suivre ces enfants ratés et ceux qui refusent les vaccins. Donc, je pense que voilà certains points que nous pourrions envisager, des innovations que nous pourrions envisager dans nos efforts de lutte contre la polio. Merci. Étant donné votre expertise, je dois aussi dire que les médias sociaux, c'est vraiment a des avantages et des inconvénients. Ça pourrait aussi propager des rumeurs, mais en même temps, c'est une source puissante d'informer les gens, de leur donner des informations correctes. Donc, c'est l'un des efforts que nous pourrions aussi adopter, exploiter le pouvoir des médias sociaux pour renforcer ces informations. Maintenant, Anita, selon votre point de vue, les autres intervenants nous ont
souligner l'importance des données désagrégées d'intégration des femmes, de comprendre le rôle joué par les mères dans leur position sociale dans la société, etc. Mais souvent, le genre est considéré comme une question secondaire dans le domaine de la santé et du développement. Une question qui peut être abordée plus tard. Et en tant que tel, il est souvent relégué au second plan. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas et comment devrions-nous penser au genre différemment pour garantir qu'il soit au centre de la programmation, en particulier pour la polio? Merci Gita, merci pour l'invitation, merci pour avoir organisé ce séminaire sur le rôle des femmes dans l'éradication de la polio. Je ne pense pas que nous l'ayons fait auparavant, peut-être que j'ai tort. Malheureusement, vous avez raison. Le genre est souvent vu comme question secondaire dans tout le secteur de la santé et du développement. La polio n'est pas une exception. Je suis de l'opinion, et je suis sûre que vous l'avez entendu d'autres intervenants, que nous ne pouvons pas avancer dans la santé et le développement sans garder le genre au centre de nos considérations. La polio n'est pas du tout une exception. La polio dépend énormément. Donc, dans ces programmes sur les agents de première ligne, qui en majorité sont des femmes, c'est vraiment une opportunité de changer le paradigme pour la façon que les personnes portent. Je pense que Heather a dit des lunettes du genre. Et je pense que le lancement de la stratégie genre de l'IMEP est vraiment un grand pas en avant. Nous venons d'établir une nouvelle division pour l'égalité du genre. Et c'est la réflexion qu'il y a à la base de cela. Nous voulons mettre les femmes et les filles donc vraiment au centre de nos projets, avoir toujours en vue le succès, penser aux besoins des femmes, comment vraiment les mettre en avant, penser à leurs besoins. Un des éléments, quand vous parlez aux femmes sur le terrain, il y a des problèmes de sécurité, il y a l'accès aux services de sauvetage qui est difficile et nous n'avons pas suffisamment fait pour les protéger. Cela doit changer. Je suis heureuse de voir que nous avons avancé, mais il reste beaucoup à faire. Merci, Anita. Il s'agit de points très importants. Nous sommes ravis que la Fondation Gates ait décidé de vraiment rehausser cette question pour créer toute une division pour ce travail. Je vous dirai qu'en plus de la sécurité et des toilettes, les femmes sur les premières lignes qui travaillent, il y a aussi le paiement, l'avancement ou le progrès au niveau des carrières. Comment faire en sorte que les femmes bénéficient réellement de ce travail et qu'elles font? Oui, je suis d'accord, Gita. Le progrès des carrières, le salaire, tout cela est critique. Je vais peut-être y revenir. Continuons à vraiment défendre l'importance de vraiment éclairer le genre, les normes liées au genre dans ce contexte. Sarah, pouvez-vous nous donner un exemple de ce que signifie examiner un aspect de la programmation de la polio à travers la perspective de genre qui serait convaincante pour les donateurs? Est-ce que vous utilisez beaucoup ce terme, la lentille du genre ou les lunettes du genre, comme l'a dit Heather? Qu'est-ce qui serait quelque chose qui convaincrait les bailleurs? Quand nous nous préparions et nous avons parlé d'un exemple, et maintenant que je remonte en arrière, je dis toujours que cette question est souvent posée. C'est les agents de première ligne, les agents de santé de première ligne. Ce sont vraiment le squelette, la pierre angulaire de ce programme, et tout comme est le cas avec d'autres programmes de vulgarisation. Et la raison de cela, même d'un point de vue investissement commercial, est vraiment qu'il s'agit d'un investissement non seulement dans le présent, l'avenir proche, mais vraiment l'année à venir, la décennie à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous apportons une solution peut-être à un problème de refus dans une communauté, mais demain, vous construisez la confiance. Et le lendemain, vous êtes en mesure de leur donner quelque chose qui est bien plus grand que la polio peut s'intégrer à la santé
intégrale de l'enfant, de la communauté et la façon d'y procéder, comme l'a dit Mariam, je ne peux pas mieux l'exprimer, cela va de comprendre quelle est la proportion de mâles et de femelles dans nos agents de santé de première ligne. Sont-ils bien distribués dans les endroits où nous en avons besoin? Est-ce qu'on les recrute correctement? Est-ce qu'on les forme correctement? Est-ce qu'on les paye? Leurs salaires sont adéquats? Je ne peux pas souligner suffisamment le point qu'elle a présenté quant à la sécurité. Nous ne pouvons pas voir cela simplement du point de vue sécuritaire, sachant qu'il y a tant d'autres abus et d'agressions qu'elle confronte, non seulement à cause de problèmes de sécurité. Comment leur offrir cette protection et leur permettre pour elles-mêmes, pour leur communauté, pour leurs superviseurs, pour qu'elles sachent que le programme, le gouvernement honore et respecte ce cadre d'agents, de travailleurs. C'est de cette façon qu'on peut soutenir ce modèle. Et j'ajouterai que quand j'étais à Kandahar au début de l'année, et j'ai demandé à un des héros qui circulait dans les rues de Kandahar pourquoi ils avaient choisi ce travail en dépit de toutes les difficultés. Et je pense que la réponse était, elle a dit, je voulais que ma fille de 8 ans sache quand elle voit, et c'est ce que fait sa mère, de lui donner la motivation et l'inspiration d'être bien meilleure de ce que je suis. C'est exactement ce que Tunji a dit quant aux besoins des modèles. Mais l'autre point que vous avez soulevé quant à la sécurité et la sûreté, j'aimerais vous parler, Rahila, pour vous demander, existe-t-il des moyens concrets que de mieux protéger nos travailleuses de première ligne et nos superviseurs femmes parce qu'elles travaillent souvent sous des circonstances très dangereuses? Merci, Gita. Je veux juste venir en appui à ce qu'a dit Sarah. Nous devrions noter qui sont les femmes qui travaillent sur les premières lignes. Ce sont celles qui font ce travail à cause de la pauvreté et du manque d'opportunités. Ce manque d'opportunités leur pousse à prendre un emploi qui leur paye moins que 5 $ par jour. C'est un salaire très faible. Alors, nous avons deux circonstances. Nous avons les agents de première ligne qui travaillent sur le terrain où il y a dans les zones les plus risquées et puis l'environnement du travail, les bureaux où elles travaillent. Il faut prendre cela en compte. De mon point de vue, premièrement, il faut s'occuper de leur sécurité financière. Il faut leur payer un salaire raisonnable de sorte à ce qu'elles puissent survivre. Et deuxièmement, il faut leur donner une sécurité alimentaire. Jusqu'à présent, au Pakistan, par la sécurité physique, il y a eu des meurtres. C'est devenu vraiment une question politique. Il y a du terrorisme y impliqué. Alors, il faut leur offrir une sécurité. Il faut leur offrir des opportunités pour le développement professionnel. C'est aussi important. Il faut leur donner des opportunités pour le développement. Elles devraient aller de l'avant. Comme on l'a dit, ce sont vraiment les mères qui écoutent les femmes. Si leur éducation et leur carrière, si vous ne leur donnez pas de l'importance, ce sont elles qui portent nos messages. C'est important. Il faut aussi donner un environnement de travail sûr. Nous savons qu'au Pakistan, ça parler du harcèlement, l'abus de l'autorité, il devrait y avoir un système qui leur permet de communiquer facilement si elles sont face à un harcèlement ou une agression. Il devrait y avoir un système et il devrait y avoir plus de femmes dans des postes de supervision. Les femmes peuvent plus facilement parler à d'autres femmes. Il s'agit de points importants parce que ce n'est pas simplement l'insécurité due aux problèmes et aux troubles politiques. C'est aussi le fait qu'elles sont des femmes et qu'elles sont exposées à tout genre de violence. Par ce fait, Tonji, j'aimerais me tourner vers vous. Le Nigeria a été très fièrement annoncé comme étant libre
du virus de la polio. Quelles sont les leçons que vous pensez pouvoir partager avec nous, ou peut-être une leçon importante donc avec nos collègues sur le terrain en Afghanistan et au Pakistan, que le Nigeria a tiré et qui serait importante? Je veux juste contribuer à la question du courage. Maria m'a dit le courage, la force de nos agents de première ligne, nos travailleuses de première ligne. Et j'aimerais parler du courage des mères. Nous savons, de par notre expérience, que les mères, dans toutes les conditions, dans toutes les difficultés, vont vacciner leurs enfants, même si leurs maris sont contre, et nous prient de ne pas peindre leurs doigts, et qu'il faut juste informer les personnes focales, de sorte à ce que quand elles préparent leur rapport et les moniteurs et les surveillants indépendants viennent circuler, parce que la conséquence peut être très dangereuse. Vous l'avez peut-être vu, quand un mari est fâché parce que son enfant est immunisé contre sa volonté. Il faut vraiment honorer les mères qui, en dépit de toute difficulté, permettent à leurs enfants d'être vaccinés. Pour parler des leçons qu'on peut tirer avec l'Afghanistan et le Pakistan, oui, il y a un besoin de plus de récompenses pour les travailleurs de première ligne. Ce que nous avons fait dans les dernières années avant la pandémie, c'est de motiver ces travailleurs ou ces travailleuses de première ligne avec des prix. Nous avons reconnu les agents, les premiers 20 travailleuses de première ligne, leur donnant un certificat et une récompense financière. Et puis, les premiers 3 ou les premières 3 de chaque État, on les a amenés à la capitale Abuja, on les a reconnus devant les médias, les chefs traditionnels, le leadership politique, pour le travail qu'elles ont fait. Cela les encourage de continuer à faire ce travail en dépit des difficultés et des obstacles qu'elles confrontent. Merci. C'est quelque chose qui peut facilement être copié à court terme. Merci, Tunje. Je suis assez consciente de l'horloge qui continue de progresser. Mais Anita, pour faire un dernier commentaire, nous avons beaucoup progressé et cela peut nous motiver. Il faut en parler. Comment mesurer nos progrès? Séparément de compter le nombre de femmes participant au programme. Quelles sont les bonnes façons de parler de ce progrès? Vous avez raison. Simplement se pencher sur le nombre des femmes dans le programme n'est pas suffisant pour l'égalité du genre ou des sexes. Et si nous allons vraiment avancer dans l'éradication, il faut trouver d'autres moyens. Je veux reconnaître que l'IMEP a beaucoup avancé avec cette approche du genre et la programmation, mais comme dans d'autres endroits tels que le Gates Foundation, il faut en faire bien plus. Je suis heureuse de voir la façon que le programme pense à l'égalité du genre, mais j'inciterai le leadership de l'IMEP d'écouter les commentaires que l'on a entendus par Dr. Ayla, Dr. Ayla Omer, et comment nous pouvons habiliter les décideurs à tous les niveaux du programme. Il s'agit d'éléments essentiels pour vraiment rompre ces multiples barrières qui existent. Et je veux aussi souligner le fait pour l'IMEP qu'il y a un besoin d'accroître la redevabilité et l'appropriation pour l'intégration du genre et inclure augmenter le nombre des femmes dans les rôles de leadership et donner des voix au leadership des échelles du travail, donc la collecte de données, l'analyse et les données sociales. Quels sont les problèmes, qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné. Tous ces éléments seront des mesures critiques qui seront nécessaires pour la réussite du programme. Au bout du compte, je dirais que les femmes, les travailleuses de la polio sont vraiment les héros, les vrais héros. Merci, Anita. Je pense qu'il s'agit là de commentaires très réfléchis. C'est un marathon, ce n'est pas une course à haute vitesse. Nous sommes prêts
de la faim. Si nous pouvons aborder cette question de l'habilitation des femmes au sein des sociétés, les femmes mères, les femmes travailleuses de première ligne, si on peut vraiment prendre charge de ce programme, je n'ai aucun doute que nous allons voir la fin de la polio. Merci énormément à tous les panélistes. J'apprécie tout ce que vous avez contribué. Je suis sûre que le public a beaucoup profité de cela. Nous nous rapprochons de la fin du programme, mais avant cela, nous sommes honorés d'avoir un autre champion de la polio, un partenaire clé, Dr. Rusha Wolensky, qui est la directrice des centres des États-Unis de contrôle de maladies, les CDC. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour honorer les femmes héroïques qui se sont consacrées à l'éradication de la polio. CDC s'engage à vos côtés à éliminer les obstacles à la participation des femmes à l'effort de l'éradication et à leur appropriation de celui-ci. Les femmes sont au premier plan de la lutte mondiale contre la polio en tant que soignantes, vaccinatrices, en tant que défenseuses du vaccin et leaders de confiance, en tant que scientifiques, professionnels de la santé publique et en tant que gestionnaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Au Nigeria, les mobilisatrices communautaires volontaires, dont plus de 90% sont des femmes, ont aidé le pays à se débarrasser de la polio sauvage. Au Pakistan, le programme de volontaires communautaires a permis de réduire considérablement le nombre d'enfants pakistanais qui n'ont pas été vaccinés. Près de 2/3 des volontaires sont des femmes. En Afghanistan, où les normes strictes en matière de genre ont présenté d'énormes défis, les femmes du réseau de communication sur la vaccination peuvent entrer dans les foyers où les hommes ne sont pas autorisés à interagir avec les femmes. Les femmes sont véritablement une force puissante pour instaurer la confiance et leur impact va au-delà de la seule polio. Par exemple, elles peuvent éduquer d'autres femmes sur des questions touchant à leur santé et à celle de leurs enfants, comme les avantages de l'allaitement maternel exclusif. Le CDC s'est engagé à contribuer à l'élimination des obstacles liés au genre dans l'éradication de la polio. Cela signifie que nos interventions doivent identifier et surmonter les obstacles liés au genre à tous les niveaux. Il ne suffit pas de promouvoir l'égalité des sexes uniquement au niveau des ménages si les systèmes et les services de santé ne tiennent pas compte de ces obstacles. Ça signifie que les politiques et les budgets doivent être alignés afin que nous puissions renforcer la volonté de réduire les inégalités entre les sexes et donner aux femmes les moyens de faire leur travail sans crainte et avec l'espoir d'avoir un avenir sûr pour elles et leurs familles. Grâce aux donateurs qui ont soutenu et poussé à penser au-delà du mandat traditionnel de la polio, le programme dispose désormais d'un financement dédié pour soutenir les activités d'intégration de la dimension du genre pour la stratégie 2022-2026. Nous demandons un engagement renouvelé aux dirigeants des pays, aux défenseurs et défenseuses de la cause mondiale, aux partenaires et aux donateurs pour soutenir l'IMEP dans la traduction des stratégies en actions concrètes pour une participation équitable et l'autonomisation des femmes à tous les niveaux des efforts mondiaux de l'éradication de la polio. Je suis heureuse que l'IMEP amplifie ses efforts pour faire progresser l'égalité des sexes dans la lutte contre la polio. Mes remerciements et ceux du CDC à toutes les personnes présentes aujourd'hui, ainsi qu'aux femmes héroïques du monde entier qui font de grands progrès dans ce domaine. J'ai hâte de voir les progrès réalisés lorsque nous franchirons la ligne d'arrivée. Maintenant, je vous rends la parole à Virtual Geita. Merci, Dr. Wolensky, de vos paroles. Et c'est vraiment très approprié de terminer cette séance avec une voix de quelqu'un sur le terrain. Véronica Kamanga Nichungo, spécialiste de l'égalité des sexes de l'UNICEF à Kaboul, en Afghanistan. La parité des sexes dans l'engagement des travailleuses de première ligne est essentielle pour éliminer les inégalités en matière de santé en Afghanistan. Plus de la moitié des cadres de première ligne soutenus par l'UNICEF, en particulier celles qui travaillent dans les communautés et directement avec les familles, sont des femmes. En Afghanistan, en raison de la culture conservatrice, au sein des communautés, ce sont surtout les femmes qui ont accès aux foyers et aux maisons, comme en témoignent les interventions de porte-à-porte telles que la vaccination contre la polio, la sensibilisation des mères et les soins des nouveau-nés. Ces cadres féminins ont une
occasion unique d'identifier les nouveau-nés et les enfants malades à leur domicile qui n'auraient pas été vus, n'auraient pas reçu de service si les agents de santé féminins n'avaient pas été là pour leur rendre visite à domicile et les référer aux établissements de santé pour les soins supplémentaires. Et comme vous le savez peut-être, une campagne de vaccination contre la polio aura lieu en novembre. Par conséquent, le manque de participation des femmes mettra directement en péril les gains que nous avons déjà réalisés en termes d'accès universel au vaccin contre la polio dans le contexte afghan. Je vous donne un exemple. En juillet 2021, les travailleuses de première ligne ont dispensé une éducation sanitaire ont orienté plus de 30 000 enfants et femmes vers les services des établissements de santé, dont 75% ont reçu des soins appropriés. Et en septembre, alors que 50% de ces travailleuses de première ligne avaient un accès limité aux communautés, nous avons vu 1 millier d'enfants et de femmes seulement qui ont été orientés à ces services, ce qui ne représentait que 3% de ce qui avait été réalisé en juillet 2021. Par conséquent, je ne saurais trop insister sur l'importance de la participation des travailleuses de première ligne et en particulier à la vaccination contre la polio et à la campagne qui s'ensuit. Car il est essentiel de s'assurer que nous sommes en mesure d'investir dans l'augmentation du nombre de ces cadres féminins, y compris dans leur sécurité pendant qu'elles font leur travail. Car le manque de sécurité contribue largement à la faible participation de ces travailleuses de première ligne aux campagnes contre la polio. Je vous remercie. Merci Véronique et merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes inspirés par ces différentes allocations et ces expériences des personnes qui travaillent sur les lignes de front, ceux et celles qui travaillent au sein des systèmes, dans les organisations, les donateurs, tous les acteurs qui sont impliqués dans cet effort massif. On est vraiment presque sur la ligne d'arrivée et j'ai hâte d'y arriver. Afin de le faire, il faut certainement placer les femmes au centre de nos efforts dorénavant. Donc, il faut continuer plus de pouvoir à nos femmes pour que nous puissions y arriver pour faire promouvoir l'égalité des sexes et éradiquer la polio. Merci de vous joindre à nous. Merci.